Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Bitpanda. Pour moi, les 2 dernières semaines ont été relativement calmes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En Suisse, la statue de Satoshi Nakamoto, qui avait été placée à côté du lac de Lugano l'année dernière, a disparu. Dimanche dernier, la galerie d'art qui en est propriétaire a publié un message signalant cette disparition et offrant une récompense à quiconque la retrouverait. La première hypothèse étant celle d'un vol. Mais comme le soulignait très justement cet utilisateur Twitter juste après, le 1er août c'était la fête nationale suisse. Vers ce moment, les fêtards éméchés du coin auraient tout à fait pu la casser et finir par dissimuler la preuve en jetant la statue dans le lac. Et il avait raison, la statue a bien été retrouvée dans l'eau dans la matinée. Comme il n'y avait aucune autre revendication sur la plaque à côté de la statue, aucun message laissé par les coupables, il semble plus probable qu'il s'agisse simplement de vandalisme. Ensuite, sur la blockchain, il y a quelques jours, un piratage d'une envergure sans précédent a été découvert. Et il faut utiliser le mot découvert car ce piratage a eu lieu il y a 5 ans sans que personne ne le réalise, mis à part les propriétaires des bitcoins volés. D'après Arkham Intelligence, une pool de minage sino-iranienne dénommée Lupien s'est fait dérober la bagatelle de 127 426 bitcoins, ce qui représentait plus de 3 milliards de dollars à l'époque et plus de 14 milliards aujourd'hui. Les fonds dérobés sont restés inactifs depuis cette époque et la pool de minage n'a jamais publié de communiqué officiel à ce sujet, ce qui explique que personne n'ait remarqué le vol jusqu'à maintenant. Mais ils ont quand même publié sur la blockchain un paquet de messages demandant aux voleurs de restituer les fonds. Des messages évidemment restés sans réponse. Plus récemment, nous avons aussi pu assister au début d'un conflit entre 2 réseaux qui a commencé comme beaucoup de conflits avec une déclaration de guerre. Je n'avais pas eu l'occasion d'en parler précédemment, mais le 11 juin, sur le GitHub de Cubic Network, une proposition est apparue. Le réseau devrait-il censurer les blocs des autres mineurs de Monero s'ils parviennent à dépasser les 51 de puissance de calcul? En d'autres mots, est-ce que le réseau Cubic devrait tenter une attaque à 51% contre Monero? Car il faut le savoir, les mineurs de Cubic minent aussi d'autres cryptos et notamment le Monero. Alors en faveur de cette attaque à 51%, quelques arguments sont offerts pour le présenter de manière positive, mais l'idée semble essentiellement de vassaliser le réseau Monero et de forcer les mineurs de Monero à miner sur le réseau Cubic. Une idée que Cubic aurait potentiellement pu mener à bien parce qu'il détenait parfois jusqu'à 40% du taux de hachage de Monero. Comme les Monero qu'ils minent sont systématiquement revendus, c'est très rentable pour les mineurs d'aller sur la pool Cubic, ce qui explique leur nombre et leur puissance. Mais suite à l'apparition de cette déclaration, la communauté Monero s'était rapidement mobilisée. Les mineurs de XMR ont fait tourner leur machine au maximum pour réduire l'influence des mineurs Cubic, et puis ils ne se sont pas arrêtés là évidemment. Car cette semaine, une attaque par déni de service a été lancée contre la pool de minage Cubic. Malheureusement, ça n'a essentiellement eu aucun effet, puisque comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la pool Cubic continue de miner à plus de 2 GH par seconde assez régulièrement. Ils sont encore et toujours à plus de 40% du taux de hachage du réseau Monero. Si ça continue, on pourrait donc bientôt assister à la première annexation d'un réseau crypto par un autre, dont les conséquences pourraient être très intéressantes, notamment pour les traders qui verraient alors le Monero devenir très volatile. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin d'aller chercher la volatilité très loin, puisque même Ethereum s'envole. Aujourd'hui, il a par exemple dépassé les 4300 $. Et sa blockchain est particulièrement sollicitée. Il a battu des records d'usage avec notamment plus d'1,7 million de transactions par jour en moyenne au cours de la première semaine d'août. L'euphorie générale du moment, couplée avec les mises à jour récentes du protocole, ne pouvait qu'amener à ce résultat, mais c'est tout de même un événement à souligner. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter de cette euphorie pour trader, sachez que Bitpanda vient d'activer le trading sur marge avec un levier allant jusqu'à x10 sur une centaine de cryptos dont il dispose. Avec un levier pareil, c'est un peu dangereux car vous pourrez tout perdre 10 fois plus vite, mais vous pourrez aussi gagner 10 fois plus si vous réussissez votre coup. Alors si vous n'avez pas peur des risques, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et vous servir des fluctuations du marché pour multiplier vos gains. Mais revenons-en aux infos de la semaine avec ce qui se passe chez Tether et son USDT le numéro 1 des monnaies stables. En effet, d'après ce graphique présenté par Paolo Arduino, PDG de Tether, 40% des frais de transaction payés sur les 9 chaînes mentionnées concernent un déplacement d'USDT. La moyenne est plus ou moins élevée selon les réseaux, mais le résultat final des 9 chaînes combinées est quand même assez phénoménal. Et attention, ils ne comptent pas s'arrêter là. Apparemment, pour atteindre les marchés américains, ils ont même prévu de lancer un deuxième jeton qui serait conforme au Genius Act, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de rendre l'USDT lui-même conforme à la nouvelle loi. Ensuite, puisqu'il est question de nouvelles lois, sachez que mardi de la semaine dernière, la SEC a décidé d'autoriser les créations et rachats en nature pour les ETP crypto. Ce qui veut dire que désormais les investisseurs en bourse peuvent échanger auprès de l'émetteur leur ETP Bitcoin contre de vrais Bitcoins et inversement. Cette possibilité améliore la fluidité des marchés et diminue les effets négatifs du trading de ces produits qui obligeaient les émetteurs des ETP à systématiquement vendre les actifs sous-jacents contre des dollars. Il y a donc du progrès du côté de la bourse américaine et il va y en avoir aussi de manière plus générale sur les marchés crypto grâce aux dernières décisions de Donald Trump. En effet, peu après ma dernière vidéo, nous avions appris d'une part que la rumeur portant sur les fonds de retraite 401k était bien vraie,
et d'autre part que de nouvelles protections en faveur des entreprises crypto lorsqu'elles font face à des banques malhonnêtes allaient arriver. Et c'est déjà chose faite avec 2 ordres exécutifs signés par le président américain ce jeudi. Le premier permet aux gestionnaires de plans retraite 401k d'investir dans la crypto, bien que cette possibilité ne soit pas encore tout à fait concrétisable, faute de précision de la part des autorités concernées. Ces dernières ont donc pour mission de clarifier la situation et établir des procédés à suivre, des listes de critères à respecter, etc. Enfin, le deuxième ordre exécutif interdit aux banques américaines de refuser certaines clientèles pour des motifs politiques ou religieux. Le seul critère utilisé doit être celui de la légalité des activités commerciales concernées. Et donc parmi les exemples mentionnés dans le communiqué de la Maison-Blanche, on trouve notamment la censure récente des sociétés ayant une activité liée à la crypto pour des raisons politiques. Cependant, il faut tout de même préciser qu'il ne s'agit là que d'ordres exécutifs et qu'ils sont donc seulement permanents jusqu'à ce qu'ils soient révoqués, par exemple par un prochain président. On espère donc que ces règles seront ultérieurement incorporées à la loi américaine. Car il ne faut pas se faire d'illusions, malgré la présence de Trump, la crypto est encore dans une position assez précaire aux États-Unis. On l'avait vu précédemment, une part significative des gens la rejette encore. Et même au plus haut niveau de la société états-unienne, même parmi ceux qui connaissent un peu la crypto, beaucoup la rejettent aussi. C'est par exemple le cas de Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qui va lancer sa propre monnaie stable. Malgré ça, il a tout de même expliqué à la télé que le Bitcoin était inutile comme un caillou de compagnie. Il paraît évident que c'est là la peur qui parle face à l'ennemi numéro 1 des banques, mais c'est aussi et surtout un rappel que la partie est loin d'être gagnée. Et sur ce, nous allons en finir avec les actus de la semaine en parlant d'une autre partie qui n'a pas été gagnée. Celle que James Howells a jouée sans succès depuis des années à la décharge de Newport. Son nom ne vous dit probablement rien, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de cet ingénieur informaticien dont l'ex-compagne avait jeté le disque dur à la décharge en 2013. Car sur son disque dur, désormais enfoui sous 100 000 tonnes d'ordures, se trouve un portefeuille contenant 8000 bitcoins, soit plus de 900 millions de dollars au prix actuel. Il est donc parfaitement compréhensible que Howells s'acharne depuis des années pour récupérer ce disque et aller fouiller les décharges. Malheureusement, le conseil municipal ne lui a pas permis d'aller chercher son disque et le juge auprès de qui il a réclamé 647 millions de dollars de dommages et intérêts a rejeté sa demande pour motif qu'il n'y avait presque aucune chance de retrouver le disque dur. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la dernière péripétie de James Howells. Dans une tirade qui fait de lui l'incarnation du cliché des finance bros que le grand public déteste, ponctuée de petites vidéos tirées du loup de Wall Street qui, on le rappelle, racontent l'histoire d'un arnaqueur, James Howells a triomphalement annoncé qu'en attendant de retrouver son disque dur, ce qui n'arrivera a priori jamais, il va lancer un réseau de deuxième couche intitulé Cainiog, dont la crypto associée sera censée être une forme jetonisée des 8000 bitcoins coincés sur ce fameux disque dur. Puisqu'il ne peut pas y accéder, il va revendre à qui en voudra l'illusion de posséder une fraction des bitcoins coincés sur un disque dur au fond d'une décharge. Parce que comme il le dit de toute façon, « The vault is mine », ce qui se traduit par « le coffre m'appartient ». Une évidence confirmée entre autres par le plus célèbre des proverbes crypto. Not your keys, not your coins, sauf si your coins quand même parce que t'as jeté ton disque dur dans une décharge en 2013. Bref, puisqu'il n'a pas vraiment décrit un quelconque objectif de développer de nouvelles technologies ou d'offrir le moindre service concret, il semblerait que la seule raison d'être de ce réseau soit de transférer l'argent des investisseurs vers le compte de James Howells pour qu'il soit un peu moins triste. Cela dit, nous sommes quand même dans la crypto, et ici, tout est possible. Nous avons autrefois assisté à l'envol stratosphérique d'une patate douce, d'un écureuil mort et d'un prout. Alors peut-être bien que le Cainiog finira lui aussi sur la première page de CoinGecko. Quoi qu'il en soit, nous en avons terminé avec les actus pour aujourd'hui, alors je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!